Good morning. On behalf of the Bonjour, pour le forum de la Fédération, je donne la bienvenue à tout le monde, aux participants et aux spectateurs. Merci de vous être joints à nous pendant ce matin pour cette panel sur le changement climatique. C'est les premiers événements que ce forum organise en connexion avec cette 20e année. Nous avons été fondés par le gouvernement du Canada dans l'année 2000. Donc, en 2020, c'était notre 20e année. Nous avions prévu d'avoir la conférence autour du 20e anniversaire du forum. De toute façon, comme du fait que nous passons par la pandémie de la COVID, nous avons essayé de faire cette année d'avoir, plutôt qu'une conférence physique, une série d'événements pour un dialogue international fédéral, en parlant de ce que quelqu'un pourrait considérer un sujet très vivant dans le contexte des pratiques du fédéralisme. Notre sujet aujourd'hui a affaire avec le développement climatique. La semaine prochaine sera sur la fragilité et nous allons regarder Nous allons parler des ressources et des relations intergouvernementales dans le contexte de tout ce par quoi nous passons pendant l'année de la pandémie depuis l'année précédente. La fédération fondée par le gouvernement du Canada a attiré beaucoup de soutien des pays dans tous les continents. Et nous avons eu des partenaires comme l'Australie, l'Inde, le Pakistan, l'Allemagne, la Suisse, le Nigeria, le Brésil, le Mexique, en plus du Canada. Et donc, pendant les 20 années précédentes, nous avons eu le privilège de travailler dans le monde et de traiter des sujets très importants partout dans le monde pour soutenir les conditions des pays et la pousser vers la démocratie et d'établir un système décentralisé. Donc, c'est très important pour nous de nous engager avec les personnes partout dans le monde et nous voulons remercier les personnes qui nous soutiennent, les gouvernements qui nous ont aidés, ainsi que les experts qui ont partagé leurs expertises avec le forum pour bâtir notre forum pendant les 2 décennies précédentes. Dans ce contexte, j'aimerais reconnaître que le sujet du changement climatique a été soutenu par le gouvernement du Québec et j'ai Sébastien Jourdain qui va être notre modérateur et l'un des co-éditeurs du volume que le forum va publier en bon temps, avec le soutien du gouvernement du Québec. Donc, nous sommes très reconnaissants à M. Jean-François Gibault, l'assistant ministre adjoint du Bureau pour le changement climatique au Québec et qui se joint à nous pour faire des remarques d'ouverture. Sur ce, je vais passer le micro à Sébastien. Sébastien, nous vous remercions beaucoup d'avoir pris le temps d'être le modérateur de ce groupe d'experts. Il est assistant professeur à l'Université McGill et il gère le service de département de l'environnement. À vous, le micro, cher Sébastien. Merci beaucoup de ces mots d'introduction. Gouvernance des changements climatiques et fédéralisme. L'accord de Paris signé en 2015 reconnaît que les provinces, les États et les municipalités ont un rôle essentiel à jouer en contribuant à la réalisation des objectifs de lutte contre le changement climatique. Et c'est évident que la gouvernance fédérale va jouer un rôle important dans la résolution de la crise climatique dans le monde. En fait, la majorité des plus grands émetteurs sont soit des fédérations ou des pays dotés de systèmes de gouvernance décentralisés. Et donc, dans ce contexte-là, la réalisation des objectifs mondiaux d'atténuation du changement climatique va donc dépendre en grande partie de la possibilité et de la manière dont les gouvernements à différents niveaux, à différentes échelles, vont pouvoir coopérer pour réduire les émissions de carbone et aussi assurer que la société est résiliente aux impacts des changements climatiques. Donc, dans le cadre d'un
projet plus large qui est financé par le gouvernement du Québec avec ma collègue Johanna Setzer qui va nous joindre plus tard. On co-dirige un ouvrage qui compare en fait la réponse au changement climatique, la façon avec laquelle ça s'arrime avec les institutions, les pratiques du fédéralisme ou de la gouvernance décentralisée dans une quinzaine de pays. Donc, ce livre est en voie de préparation. On espère qu'il soit publié d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Et on a le plaisir d'avoir avec nous une des autrices des chapitres dans ce livre. Donc, justement, je vais venir au panel. Alors, nous avons d'abord M. Jean-François Gibault, qui est sous-ministre adjoint au Bureau d'électrification et de changement climatique au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du gouvernement du Québec depuis novembre 2020. Auparavant, en 2018 et 2020, il avait occupé les fonctions de directeur de la recherche à l'agence QMI et au bureau d'enquête du Journal de Montréal. M. Gibault cumule également près de 15 années d'expérience en cabinet parlementaire et ministériel. Après M. Gibault, on va entendre Mr. Molune G. Hedeto, who's a Senior Technical Advisor with the Commission of Climate Change, Forest and Environment for the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. He has more than 12 years of experience as a university lecturer, researcher in the field of climate change and the environment. D'expérience en tant qu'universitaire et en sciences politiques et de l'université d'Addis Abeba. Après ça, nous allons entendre Jacqueline Harrison, qui est une professeure de sciences politiques à l'Université de Columbia. Avant ça, elle travaillait en tant qu'analyste et qui est le dean et membre du faculté des arts. Et elle travaille sur les politiques canadiennes et conseillère au niveau local et du pays. Nous sommes contentes qu'elle fasse partie du chapitre qu'elle fasse partie des éditrices du livre. Après, nous allons parler avec le président, le vice-président du comité de conseil et sa carrière politique inclut le président de l'État de Saxony. Il a aussi été un membre du Parlement de la Saxony. Nous allons entendre Udé Shobasala, qui est qui travaille à Delhi en India, qui est un avocat par formation et il fait de la recherche autour des enjeux qui ont à faire avec l'environnement et les changements climatiques. Et il travaille avec l'Institut des ressources, avec WWF en Inde, et il travaille au fédéralisme environnemental pour les secteurs et pour la commission financière du gouvernement de l'Inde. Il est actuellement un fellow à l'Institut des sciences sociales de l'Inde. Vers la fin de notre session, ou bien au milieu de la session, je serai joint par mon collègue et collaborateur du livre, qui est un professeur assistant aux instituts de recherche à l'école d'économie de Londres, où elle dirige le projet des changements climatiques. Elle est une conseillère auprès de gouvernements, d'organismes non gouvernementaux. Donc, voici donc nos intervenants. Nous aurons une petite discussion brève. Je vais commencer par vous donner une petite révision de l'événement. Nous allons commencer avec des paroles d'ouverture de la part du représentant du gouvernement québécois. Et après, comme j'ai mentionné, après nous aurons deux séries de questions que le panel va répondre. Et la première auront à faire le rôle du gouvernement fédéral et non fédéral pour faire face au changement climatique, et le deuxième aux défis et clés et aux solutions clés dans ce domaine. Et finalement, je voudrais mentionner que nous encourageons les questions de la part de l'auditoire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat
Donc, si vous êtes en français, en fait, si vous écoutez nous en français, vous pouvez écrire votre question dans la section, donc sur Facebook, dans la section des commentaires. Et si vous nous écoutez en anglais, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte du clavardage pour YouTube. Et en fait, quelqu'un va prendre vos questions et nous les envoyer et on va s'assurer de les poser aux panélistes. Donc, voilà, ça c'est ce qui est pour l'événement. Donc, je vais maintenant donner la parole à M. Gibault. Merci, M. Jodoin. Monsieur le Président du Forum des fédérations, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les membres du public. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier le Forum des fédérations qui m'a invité à prendre la parole aujourd'hui à titre de représentant du gouvernement du Québec. Le Québec participe régulièrement aux activités du Forum depuis plusieurs années, en plus d'être un partenaire financier. Je suis particulièrement enthousiaste de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de ce panel afin d'expliquer de quelle façon le Québec s'y est pris pour assumer pleinement ses responsabilités sur son territoire et jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques en travaillant avec les autres gouvernements de l'ensemble canadien et à travers le monde. Au Canada, comme vous le savez, les deux ordres de gouvernement disposent de compétences constitutionnelles permettant d'agir en matière d'environnement. Cela confère donc un rôle incontournable et fondamental aux provinces dans la lutte contre les changements climatiques. Évidemment, chaque entité de l'ensemble développe une approche qui correspond à ses orientations et préférences, ce qui a créé un portrait varié à l'échelle pan-canadienne. Pour sa part, le Québec considère depuis toujours qu'il appartient d'abord et avant tout aux provinces d'assumer un leadership énergétique en matière de changement climatique. En ce sens, nous avons annoncé à l'automne dernier le plan pour une économie verte accompagné d'investissements de plus de 14 milliards de dollars dans des nouveaux projets de transport en commun électrifiés et près de 7 milliards de dollars additionnels pour électrifier encore davantage l'économie du Québec au cours des 5 prochaines années. Déjà, 98 de notre électricité est renouvelable et nous en exportons des quantités importantes vers les États voisins de la Nouvelle-Angleterre et de New York. Ce plan s'inscrit dans la continuité du plan d'action sur les changements climatiques qui s'échelonnait de 2013 à 2021 et qui lui-même était précédé d'actions qui ont pavé la voie pour un leadership du Québec en matière de changement climatique. À ce sujet, permettez-moi de préciser que la cible de réduction des GES du Québec, qui est de 37,5 %, demeure la plus ambitieuse au Canada parce qu'elle est basée sur l'année de référence 1990. La nouvelle cible canadienne, de 45 % sous le niveau de 2005, ne tient pas compte de la hausse des émissions de 23 % qui fut observée au Canada entre 1990 et 2005. Le Québec a déjà fait des choix dans le passé qui lui permettent aujourd'hui d'avoir les émissions par habitant parmi les plus basses en Amérique du Nord, 2 fois moins que la moyenne canadienne et américaine. Le leadership du Québec sur les changements climatiques s'est également illustré par la mise en place d'un mécanisme de tarification du carbone qui prend la forme d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES, aussi connu sous le nom de marché du carbone. Ce marché, qui a été instauré en 2013 et lié à celui de la Californie l'année suivante, en 2014, est aujourd'hui le plus grand en Amérique du Nord. Son objectif premier est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en attribuant un coût à la pollution, ce qui envoie un signal de prix dans l'économie et incite les entreprises et les citoyens à innover et à modifier leur comportement. Pour nous, le choix d'un marché du carbone s'est imposé de lui-même, étant donné l'efficacité et l'efficience de ce mécanisme, qui a comme avantage de garantir les réductions tout en les réalisant là où elles coûtent le moins cher. Notre marché génère aussi d'importants revenus qui sont versés au Fonds d'électrification et de changement climatique. Depuis 2013, ce sont plus de 4,7 milliards de dollars qui ont été versés. Ces revenus sont réinvestis en totalité dans des mesures qui permettent au Québec de réduire ses émissions de GES, de mieux s'adapter aux conséquences des changements climatiques et d'accélérer son virage vers une économie à la fois forte et sobre en carbone. En plus des revenus provenant du marché du carbone, le gouvernement du Québec consacrera 1,7 milliard de ses revenus généraux à la lutte
contre les changements climatiques pour un total de près de 7 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Le Québec a donc une approche intégrée où, d'une part, on met un prix sur le carbone pour réduire les émissions de GES de la façon la plus efficiente possible. Et d'autre part, on verse toutes les recettes générées dans un fonds dédié à la lutte contre les changements climatiques qui sert à financer des programmes qui répondent aux objectifs climatiques du Québec. La liaison de notre marché du carbone et celui de la Californie a également contribué à fortement dynamiser l'action climatique du Québec tout en lui permettant de faire preuve de leadership sur les scènes canadiennes et internationales. Rappelons qu'en 2015, le Québec avait convié les provinces et territoires à un grand sommet sur les changements climatiques. Un des objectifs de ce sommet était de faire valoir leur rôle pour contribuer au succès de la conférence internationale sur le climat qui devait se tenir à Paris plus tard dans la même année, c'était en décembre 2015. À l'issue de cette rencontre importante, ils ont souscrit à une déclaration dans laquelle ils ont réaffirmé leur engagement commun envers la lutte contre les changements climatiques. Ce sommet et cette déclaration ont jeté les bases sur lesquelles a été signée la déclaration de Vancouver, qui a éventuellement mené au cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui était la première action pan-canadienne réunissant l'ensemble des gouvernements au Canada sur le sujet. Évidemment, pour ceux qui connaissent le dossier, bien des choses ont changé depuis. Certaines provinces ont révisé leurs ambitions. De l'autre côté, le gouvernement fédéral a pris une place plus importante à partir de la fin de l'année 2015. Mais il est important de mentionner la genèse de cette action climatique qui témoigne de ce qui peut être accompli lorsqu'on prend en main ses responsabilités, comme l'a fait le Québec par son leadership au sein de la Fédération canadienne. Cela étant dit, le Québec ne limite pas son action à son seul territoire ou à la scène canadienne. Le Québec fait sa part également et agit comme leader à l'échelle internationale. Il met de l'avant son expertise et ses meilleures pratiques depuis plus d'une décennie dans des organisations, partenariats et alliances stratégiques. Il entend mettre à profit son énergie renouvelable au bénéfice de la transition énergétique de ses voisins. Il contribue également à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement et aux impacts au changement climatique en s'engageant dans la coopération climatique internationale. Pour le Québec, cela se traduit aussi par notre participation aux événements d'envergure en changement climatique. Notons par exemple la présence du premier ministre du Québec à la conférence de Paris. Le Québec fait également partie de la coalition Under Two, qui regroupe des États fédérés et infranationaux engagés dans une action des objectifs de l'accord de Paris. D'ailleurs, le Québec s'est déclaré lié à cet accord. Comme je l'ai mentionné précédemment, le fait que nous ayons opté pour un marché du carbone lié à celui de la Californie a ouvert la porte à une implication marquée du Québec sur la question de la tarification du carbone à l'international. Le Québec est engagé dans un processus informel d'échange d'informations avec la Nouvelle-Zélande depuis avril 2017 sur les questions, les différentes caractéristiques et le fonctionnement de leur marché du carbone. En 2020, le Québec et le Chili ont convenu de débuter un processus régulier d'échange d'informations en matière de marché du carbone, de transition énergétique et d'autres moyens pour lutter contre les changements climatiques. Le Québec participe aussi depuis plus de 3 ans à des téléconférences bi-hebdomadaires avec le Mexique et la Californie, afin d'aider le Mexique à mettre sur pied son marché du carbone. Le Québec s'est doté des moyens de ses ambitions climatiques. Donc, certainement, nous nous réjouissons quand d'autres États démontrent le même niveau d'initiative, car comme notre propre expérience en témoigne, non seulement il ne s'agit pas de laisser le fardeau de l'action climatique reposer uniquement sur les épaules des gouvernements centraux, mais de surcroît, les États fédérés peuvent jouer un rôle de premier plan, celui d'initiateur, de précurseur, de chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques. En terminant, je me réjouis que l'action climatique québécoise repose sur un consensus politique fort. L'ensemble des partis à l'Assemblée nationale du Québec adoptaient d'ailleurs, le 22 avril dernier, une résolution unanime en réponse à l'appel du président Biden à avoir une réelle ambition pour le climat. En ce qui nous concerne, le Québec continuera non seulement à prendre pleinement en main ses responsabilités climatiques sur son territoire, mais également à exercer son leadership à l'échelle canadienne et nord-américaine dans la francophonie et au niveau multilatéral pour limiter le réchauffement climatique et ses effets néfastes.
et aussi pour concilier environnement et prospérité économique. Je souhaite des échanges fructueux et inspirants à tous. Une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, M. Gibault, pour cette déclaration d'ouverture. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir... je ne pense pas que vous allez rester avec nous pour tout le panel, mais pour la partie que vous pourrez, à laquelle vous pourrez assister, c'est super. Et sinon, on vous souhaite une belle journée dans vos autres dossiers importants. Donc, on va commencer avec la première partie du panel, la première question, qui est pourquoi est-ce que les gouvernements fédéraux et des gouvernements ayant pourquoi est-ce que les pays qui ont une structure fédéraliste ou une structure de gouvernance décentralisée ou à plusieurs niveaux sont des joueurs importants dans la lutte au changement climatique? Donc, je demanderai à ce moment-ci à mes panélistes de me rejoindre et donc d'ouvrir leur caméra. Donc, Nidhi, Jog, Catherine, Moulouni, si vous voulez, if you'd like to turn your cameras on and join me. Okay, wonderful. So, OK, merveilleux. So again, the first question is why are federal and multilateral... La première question, pourquoi est-ce que les gouvernements fédéraux et multilatéraux dans le monde s'engagent dans le changement climatique? Nous allons commencer avec Nidhi et votre vision sur le sujet. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs, les membres du panel pour traiter un sujet tellement important. En réponse à votre question, c'est très clair que l'engagement universel ou mondial se décline au niveau national. Ils peuvent établir des objectifs pour 5,5 degrés ou quoi que ce soit, mais pour que ces cibles rentrent, en effet, ne peuvent pas se passer sans les gouvernements parce que ces niveaux restent dans les villes et dans les villages, sont plus proches de la population et ce sont eux qui ressentent les impacts du changement climatique plus que qui que ce soit d'autre. Ce qui est important dans ce fédéralisme de gouvernance climatique, c'est le problème de la défense, des différences. Il y a des différences de priorité, d'opportunités ou à différents niveaux de gouvernement. Parmi les gouvernements sous-nationaux, il y a des endroits qui ont un grand potentiel de réduction des émissions. Il y a aussi une potentiel de l'augmentation de ceci partout dans le monde ou dans les pays ou dans le monde en entier. Il y a des différences qui existent aussi au niveau des vulnérabilités qui ont affaire à des choses différentes, géographiques, démographiques, socio-économiques, etc. Donc, certains États sont plus vulnérables aux menaces liées au changement climatique. Vous voyez les pays Koto ou d'autres pays qui sont en danger. Et donc, il y a un niveau de défense que nous voyons ici en ce qui concerne les conditions naturelles et les priorités connexes et les opportunités, mais il y a aussi une différence dans les efforts qui sont nécessaires et les institutions qui sont nécessaires pour y répondre. Nous voyons que le coût de la gouvernance climatique est différent pour différents niveaux de gouvernement. Et souvent, il y a une lacune ou un écart entre l'économie que la gouvernance sous-nationale a en termes de faire des levées de revenus et les pouvoirs qu'ils ont à ce sujet est similaire, avec une différence similaire se passe au niveau de l'action, que ce soit technique ou les ressources ou quoi que ce soit. Précisément, c'est cette raison et ces différences qui demandent une action à tous les niveaux.
il faut vraiment se diriger vers l'objectif national et mondial de l'atténuation climatique et l'adaptation. C'est là où la gouvernance fédérale peut jouer un rôle, surtout pour de répandre les informations et solidifier les capacités pour les gouvernements. Ça ne peut pas se passer sans une seule unité de gouvernement qui travaille séparément. Ce sont des domaines qui ont besoin de coopération fédérale. Un autre enjeu que je voudrais mentionner, c'est la responsabilité commune que nous voyons en Inde. C'est un concept dont nous entendons beaucoup parler au niveau international, des débats internationaux au niveau des changements climatiques qui reconnaît les capacités et les responsabilités diverses des pays divers. Donc, c'est basé sur des contextes historiques et actuels. Donc, je ressens vraiment que nous avons besoin d'étendre ce narratif à une gouvernance multilatérale et au fédéralisme du multiniveau. Ça concerne les responsabilités, les capacités, les circonstances. Nous avons beaucoup de niveaux du gouvernement et sur des unités sous-gouvernementales. Donc, ça a été mentionné dans les remarques d'ouverture. Il faut partager les expériences les uns avec les autres, pas seulement au sein du pays, mais avec les gouvernances sous-nationales d'autres pays également. Donc, il y a vraiment cela de l'importance. Dans notre travail, nous avons vu très souvent que les États sont souvent pris entre l'ambition du gouvernement fédéral et les aspirations de la population. Donc, ça leur pose un défi, mais ça sert aussi d'opportunité pour passer à une action signifiante et importante et faire une différence parce qu'ils agissent en tant que pont entre les deux. Donc, à mon avis, et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gouvernements sous-nationaux trouvent des solutions innovantes pour le changement climatique. L'action climatique doit permettre l'engagement de gouvernance multinationale et multiniveau. Je vais maintenant passer le micro à Moulounet pour votre opinion sur la raison pourquoi les pays et les gouvernements et les systèmes décentralisés sont tellement importants au changement climatique. Merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir et en fonction de là où vous vous trouvez, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Et je suis très heureux de faire partie de ce dialogue international qui se intitule « Le changement climatique et la gouvernance fédérale » qui est organisé par le biais par le forum des fédérations. Je pense que depuis le départ, il faut admettre que la démystification du changement climatique n'est pas une tâche facile, bien sûr, de toute évidence, parce qu'il y a des facteurs variés que sur lesquels je ne vais pas me pencher. Donc, je vais dire quelques petits mots au sujet de ce qu'a dit le professeur Sébastien. C'est la raison pour laquelle la gouvernance fédérale est multiniveau. Ils sont des joueurs clés et importants de activités de changement climatique. Je pense personnellement que de comprendre ce sujet va nous avoir un impact sur nous et ça va nous aider à répondre aux questions posées par le professeur. Pour commencer, il nous faut nous souvenir que le changement le changement climatique a un impact sur tout le monde au sein du monde, que nous soyons riches ou pauvres ou que nous vivions au niveau mondial. Nous faisons face à un changement climatique
que ce soit les cyclones, la sécheresse ou les inondations. Et donc, nous avons des problèmes mondiaux tels que le changement climatique avec ce genre à cette échelle ont besoin des efforts concertés et cognitifs de la part de tous les acteurs. Et je pense personnellement que les fédérations et l'assistance fédérale pour embrasser la diversité dont nous parlons, l'existence d'acteurs multiples sur les chaînes de valeur, et aussi également faire exercer la prise de décision dans le cadre de la conception et de l'implémentation de politiques est un outil très utile qui transcende les barrières. Pardon. Donc, s'il s'agit ici, la première chose à se souvenir, la nature du changement climatique qui, au niveau mondial, qui transcende les barrières, demande ce genre de système. Donc, je crois que c'est aussi également important de souligner le fait que les vecteurs principaux de changement climatique, nous parlons de changement climatique causé par les êtres humains. Nous savons que les émissions anthropogéniques sont poussées par les populations, les activités économiques sont les plus grandes causes du changement climatique. Donc, l'aspect d'atténuation doit gérer les leaders humains. Donc, ceci est ajouté avec la plus grande, la majorité des émetteurs du gaz sont soit des fédérations, soit un système que nous appelons à une gouvernance décentralisée, comme le professeur l'a mentionné au début de ce webinaire. Donc, il nous faut nous associer avec des entités fédérales pour pouvoir faire face aux impacts du changement climatique, que nous l'aimions ou pas. En fait, le traité de Paris a clairement reconnu les entités fédérales et d'autres entités qui ont un rôle crucial à jouer pour réaliser l'atténuation mondiale et les objectifs d'adaptation de par le traité de Paris et la Convention nationale de cadre du changement climatique. Donc, nous avons vraiment suscité quelque chose d'important à ce sujet. Un autre point important dans le contexte de pourquoi ceci est important pour faire face au changement climatique, a affaire à la conception et l'implémentation de systèmes climatiques. Nous savons que notre système a une beaucoup de choses à faire en ce qui concerne s'associer avec des acteurs variés et des politiques variées sur des sujets variés, y compris les changements climatiques. Donc, c'est ceci qui s'associe avec les entités fédérales et nationales de par lequel les gouvernements fédéraux s'associent au changement pour s'impliquer dans les changements climatiques nationaux et internationaux et en établissant des cibles et en établissant des changements et des forums au sujet des climats et mobilisant les financements pour les changements climatiques. Et la gouvernance locale et fédérale mettent en œuvre les outils pour avoir une adaptation et l'atténuation du changement climatique. Cette division du travail qui est ancrée dans le système fédéral invite le système fédéral à faire partie de faire face à l'impact du changement climatique. Donc, ce sont ici les données, la nature globale, mondiale du changement climatique et des causes structurelles qui demandent aux fédérations de jouer un nouveau rôle pour faire face à ce sujet, qu'elles l'aiment ou pas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je beaucoup. donne maintenant la parole à Catherine Je vais passer Harrison. le micro à Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez bref dans ma réponse parce que mes collègues ont déjà dit ce que je voulais dire et ils l'ont dit mieux que moi. Pourquoi est-ce que les gouvernements fédéraux et multiniveaux font partie de cet effort? Parce que nous faisons partie des 10 émetteurs les plus importants, les États-Unis, la Russie, le Canada, l'Inde. Et si on traite l'Union européenne comme une fédération de facto, l'Union européenne contribue 9% des émissions mondiales. Un peu moins de la moitié des émissions au niveau mondial sont émises par les États fédéraux, les systèmes fédéraux ou fédéraux de fait. Donc, ça va être une partie importante de la conversation. Deuxièmement, les pays qui ne font pas partie de ces 10 premiers émetteurs du monde, surtout des pays qui ont des systèmes fédéraux, ont beaucoup de potentiel de faire croître leurs émissions s'ils suivent le même parcours intensif au niveau du carbone que les autres pays développés. Donc, ce groupe de pays va être une partie importante de la discussion pour arriver au zéro émission. Et il y a aussi beaucoup de systèmes fédéraux dans le monde. Qu'ils sont de grands émetteurs? Non. Et comme les autres pays, ces systèmes vont devoir arriver à un niveau de zéro émission dans les décennies à venir pour éviter les effets du changement climatique. Et ces pays fédéraux vont devoir faire cela dans le contexte des institutions politiques plus compliquées, où on a des divisions différentes du pouvoir, des capacités financières différentes, pour des raisons que je vais expliquer en répondant à la deuxième question et surtout en présentant l'expérience canadienne. Ces problèmes peuvent être plus difficiles dans un contexte fédéral que dans un contexte de gouvernance unitaire. Donc, étant donné les défis auxquels font face les systèmes fédéraux, il faut qu'ils partagent les bonnes pratiques sur les dispositifs fiscaux, etc. Merci beaucoup pour ce résumé de ce que nous venons d'entendre. Monsieur Milbrat, vous avez la parole si vous voulez répondre à cette question sur l'importance du fédéralisme dans la lutte contre le changement climatique. Vous avez la parole. Et votre micro est éteint. Je suis désolé, c'est un problème classique de nos jours. Merci beaucoup. Comme mes collègues ont déjà dit, le changement climatique, c'est un problème mondial, c'est une externalité mondiale. Donc, il faut une solution mondiale pour y faire face, une solution décentralisée. Mais ça, c'est un défi. Pour revenir à notre expérience ici en Allemagne, nous avons deux types d'expériences. Nous sommes un pays, nous sommes une fédération avec nos États fédérés qui ont un certain niveau d'autonomie. Et nous faisons aussi partie de cette fédération de fait, l'Union européenne. Donc, il faut équilibrer les activités à ces trois niveaux. Au niveau des États fédérés, ou au niveau des provinces, comme on dirait au Canada, au niveau national et au niveau européen. D'après notre Constitution, nous résolvons des problèmes au niveau de la fédération qui a le pouvoir exclusif de légiférer sur des questions relatives aux mines et à l'environnement. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui réglemente la sylviculture et les questions reliées à la terre. C'est aussi le gouvernement fédéral qui va émettre des lois pour réduire des émissions de CO2 et donne aussi des subventions pour promouvoir l'utilisation des énergies vertes. Donc, les États fédérés de l'Allemagne ne peuvent pas poursuivre leur propre politique climatique indépendante. Les États fédérés doivent s'adapter à la politique nationale. Cependant, en Allemagne, les gouvernements de ces États fédérés peuvent influencer la politique climatique à travers le Conseil fédéral qui participe à la création de la législation au niveau de la fédération, surtout sur des questions qui touchent
l'Union européenne. Ce Conseil fédéral prend aussi des décisions sur la politique climatique, la réduction des émissions de carbone et le chauffage par le gaz et par le pétrole, et aussi le fardeau des émissions provenant des véhicules, des automobiles. Nous sommes en train de changer notre système énergétique pour réduire l'émission des gaz à effet de serre de plus de 40% par rapport au niveau de 1990. Et nous voulons réaliser la neutralité carbone avant 2050 et la production du charbon va être éliminée avant 2038. Par conséquent, la production d'énergie fossile doivent être remplacées par l'énergie verte ou l'hydrogène. La production de l'électricité devrait provenir des sources vertes, surtout l'éolienne et le solaire, parce que la biomasse n'est pas très intéressante à cause de notre géographie et la densité de notre population. Cela va de même pour nous allons abandonner l'énergie fossile l'année prochaine, mais nous allons rester un importateur de l'énergie. La production de l'énergie verte est soutenue par une loi spécifique qui donne la priorité à la production de ces énergies vertes avec des subventions et en garantissant des prix. Il y a des subventions pour la production des énergies vertes et il y a des taxes spéciales sur la consommation de l'électricité pour financer ces énergies vertes. Les investisseurs privés investissent dans l'énergie verte qui connaît un nouvel essor, mais nos prix énergétiques sont parmi les plus élevés parmi les pays développés. Le changement climatique, c'est un problème au niveau mondial et nous ne pouvons pas dépendre seulement de la politique nationale pour résoudre ce problème. Les politiques nationales peuvent être un point de départ, mais le commerce international peut mener au transfert de ces émissions de carbone. Pour éviter ce problème en Europe, l'Union européenne a proposé un système d'échange des droits d'émission et qui a établi un marché unique pour éliminer les tarifs et d'autres barrières non tarifaires au commerce entre nos pays et les remplacer par une politique commune sur la réglementation des produits, des biens et des services. Les États membres de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même ont signé le protocole de Kyoto. Après quelques problèmes de début, ce système d'échange des droits d'émission est devenu la pierre angulaire de notre politique pour éviter le changement climatique. Et ce système, c'est la clé pour réduire l'émission des gaz à effet de serre de façon efficace au niveau des coûts. Ce marché d'échange des droits d'émission est le plus grand au monde et comprend tous les pays de l'Union européenne et aussi l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni qui sont connectés à ce marché. Ce marché couvre environ 50% des émissions de carbone de l'Union européenne et 40% des émissions de gaz à effet de serre. Grâce à cette politique, l'Union européenne a réduit par 25% ses émissions avec un taux de croissance qui a resté élevé à cause des pays de l'Europe de l'Est qui ont beaucoup de potentiel de croissance. Donc, il faut adapter nos politiques nationales d'un côté, surtout
nos subventions des énergies renouvelables avec une taxe sur l'électricité et de l'autre côté, le système d'échange des droits d'émission de l'autre côté qui a des problèmes quand même. Et j'aimerais vous parler de ces problèmes, les problèmes de la politique nationale et de la politique européenne quand je réponds à la prochaine question. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Milbrat. Nous venons de démontrer l'importance du fédéralisme dans la lutte contre le changement climatique. Et les deux défis auxquels nous faisons face sont la réduction des émissions de CO2 avant 2050 et aussi l'établissement de la résilience carbone. Donc voilà les deux défis principaux auxquels nous faisons face. Maintenant, je vais inviter nos panélistes de parler de comment nous pouvons nous attaquer à ces défis, surtout dans le cadre de nos systèmes de gouvernement qui sont fédéraux ou décentralisés. Donc, quels sont les défis pour les systèmes fédéraux dans la conception et la mise en œuvre de la politique climatique? Et aussi, quelles sont les opportunités qui sont créées par ces efforts? Quelles sont les solutions proposées par le gouvernement pour s'attaquer à ces défis? Nous allons aller dans le même ordre. Donc, nous allons commencer avec Nidhi, s'il vous plaît, si vous voulez partager votre avis. Merci. Donc, les premières réponses ont été très intéressantes et utiles. Et comme vous avez déjà indiqué, il y a deux défis principaux dans les réductions des émissions. Et le problème devient encore plus compliqué au sein des systèmes fédéraux. Le modèle indien du fédéralisme, comme vous savez, peut-être est un modèle unique. C'est ce qu'on appelle le modèle, c'est un fédéralisme centralisé. Donc, dans ce contexte, dans le contexte de ce cadre, nous reconnaissons des problèmes au niveau sous-national. Mais pour un pays aussi divers que l'Inde, qui a beaucoup d'unités sous-nationales, ces unités contribuent à des solutions à beaucoup de niveaux différents. Récemment, nous avons publié une évaluation à fin d'avril. 8 États sur 20 sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Donc, quand nous parlons du changement climatique comme un problème mondial ou national, il faut aussi reconnaître le fait que certaines entités sous-nationales vont être touchées plus que les autres. Donc, pour revenir à votre question sur les défis du point de vue du fédéralisme, en Inde, le défi principal est que le paysage de gouvernance climatique est très fragmenté et sectoriel. Nous n'avons pas une loi unique sur le climat. Et puisque nous n'avons pas cette législation sur le climat, à chaque fois que le gouvernement fédéral fait une déclaration sur le changement climatique, ce sont ces déclarations qui sont la fondation de nos actions, pas une loi spécifique. L'instrument le plus important pour nous est le plan d'action national sur le changement climatique qui a des consignes pour des secteurs différents tels que la production énergétique, l'agriculture, etc. Pour créer des synergies au sein de ce paysage si fragmenté, il est important d'avoir un gouvernement fédéral qui joue un rôle actif. Ce rôle actif est crucial. Un autre défi, un peu semblable, c'est la nature du haut vers le bas des actions climatiques. Le plan d'action national dont je viens de faire mention a été préparé par le Conseil du Premier ministre, avec très peu de concertation, de contribution des gouvernements sous-nationaux. Et on a exigé que les États fédérés développent des plans à partir de ce plan d'action national. Et c'est un problème que nous avons vu dans d'autres domaines politiques aussi.
les consignes qui sont les informations communiquées à la CCNUCC sur les cibles nationaux sont déterminées au niveau national. Et puis ensuite, ces cibles sont divisées entre les États fédérés. Ici, c'est un problème de manque de participation et de manque de concertation, mais c'est aussi un problème qui touche à la priorisation des enjeux. Parce que les niveaux de gouvernement différents vont avoir des priorités différentes. Par exemple, si on veut intégrer l'éolienne ou le solaire, c'est quelque chose de positif, mais cela va prendre de l'attention qui aurait dû être accordée à d'autres problèmes aussi. Donc, la plupart des actions s'arrêtent au niveau des États fédérés. Mais dans un fédéralisme multiniveau, le rôle des institutions non étatiques reste marginal dans la lutte contre le changement climatique. Et nous avons des institutions nationales et un cadre national en place. Donc, nous avons le potentiel de développer ces politiques. Et pour revenir à la deuxième partie de votre question, comment est-ce que les gouvernements s'attaquent à ces défis? Je pense que le gouvernement agit à des niveaux différents. Bien sûr, je dirais que les efforts sont déployés surtout au niveau du gouvernement fédéral, mais aussi au niveau des gouvernements des États fédérés. Donc, au niveau central, au niveau fédéral, le financement pour l'action climatique reste un problème. Les transferts intergouvernementaux pour lutter contre le changement climatique en Inde sont gouvernés par la Commission sur la finance, un organisme constitutionnel. Et récemment, ce conseil voit les aspects environnementaux comme un aspect important des transferts fiscaux. Et ces transferts sont conditionnels et non conditionnels. Et il y a un message important envoyé aux États fédérés. Parce que on donne des financements pour protéger les forêts. Cela envoie un message aux États fédérés qu'il y a un engagement au niveau du gouvernement fédéral. Et cela évite aussi un peu la confusion qui pourrait se produire quand on a une prise de décision à plusieurs niveaux. Au niveau des gouvernements sous-nationaux, il y a des réglementations pour augmenter la production énergétique dans certains États fédérés. Il y a certains États fédérés qui ont créé leurs propres institutions pour fonder des réseaux de partage de connaissances et des informations et aussi des systèmes pour partager des informations avec des États fédérés voisins qui font face à des problèmes semblables. Dans certains États fédérés, on a aussi essayé d'inclure les institutions au niveau des villes et des villages. Dans l'État de Kerala, par exemple, il y a un projet de neutralité de carbone qui est mis en œuvre au niveau des gouvernements les plus petits possibles, donc les villages, les municipalités. Et pour conclure, je dirais que les plans d'action sous-nationaux sur le changement climatique donnent l'opportunité aux États fédérés d'établir leurs propres priorités. Malheureusement, ces plans d'action sont décidés du haut vers le bas. Donc, ils ne vont pas réaliser leur plein potentiel. Néanmoins, certains États fédérés ont été plus proactifs et ils ont pu mettre en œuvre des politiques qui sont établies à partir de leurs priorités spécifiques. Et ça, c'est en outre de ce qui se passe au niveau national. Donc voilà quelques mesures qui ont été prises et qui semblent marcher. Merci beaucoup, Nidhi. Je vais donner maintenant la parole à Moulinet. Oui,
Merci beaucoup encore une fois, monsieur le professeur. Avant de répondre à votre question sur les défis des relations entre les niveaux différents du gouvernement, je pense que c'est une bonne idée d'éclaircir un peu les actions climatiques dans notre système. Nous savons tous que tous les pays essaient de répondre aux impacts du changement climatique. C'est le cas en Éthiopie et ailleurs. Mon pays répond au changement climatique en prenant des pas très normatifs pour unir nos objectifs de développer une économie verte et de renforcer nos capacités d'être résilients face au changement climatique. Et tout cela dépend d'une loi de 2011 sur la stratégie pour une économie verte. Cette stratégie a été lancée en 2011 et c'est un peu une feuille de route pour construire une économie neutre au niveau du carbone et plus responsable au niveau du gouvernement avant 2030. Donc, en 2015, la même stratégie a été intégrée dans notre plan de développement national, ou qu'on appelle le plan national de transformation. Et aussi, en 2015, nous avons communiqué notre contribution nationale volontaire qui a été conçue avec des cibles stratégiques. Donc, cette stratégie a aussi encadré le processus de développement du prochain plan d'action, le plan d'action pour la période 2020-2030. Et ce plan prend en compte l'action climatique et le plan considère cette stratégie comme un de ses 10 piliers. Et la stratégie pour une économie verte et la résilience climatique, c'est un des piliers majeurs de ce plan d'action. Donc, de façon générale, quand on parle de la mise en œuvre du politique climatique, il faut se demander comment les stratégies sont mises en œuvre au cours des 10 dernières années. La stratégie suit une approche centralisée pour résister aux impacts du changement climatique et a aussi mis en place des structures de gouvernance spécifiques. C'est aussi la réflexion, la nature multisectorielle du problème et de notre pays. Donc, au niveau national, la structure de gouvernance quant à la réponse au changement climatique est gouvernée par un conseil interministériel qui dépend du bureau du Premier ministre et tous les ministres qui sont chargés des ministères pertinents font partie de ce conseil de gouvernance. Ce sont des ministères clés au niveau de l'action climatique. Donc, il y a ce comité qui gouverne l'action et qui est responsable pour des questions d'une économie verte et de la résistance au changement climatique au niveau national. Et ce comité fait la coordination de la part du bureau du Premier ministre. En dessous de ce niveau fédéral, nous avons un comité de gestion stratégique
pour la résilience climatique. Et où les ministres pertinents et les partenaires clés du développement et les ministres des États fédérés travaillent ensemble au sein de ce comité de gestion. Et ce comité gouverne le financement climatique et divise le financement sur des projets différents. Et ensuite, nous avons des comités au niveau ministériel et aussi un forum stratégique avec nos partenaires de développement dans des secteurs importants de la société civile et aussi d'autres parties prenantes qui ont fait un travail spectaculaire. Et c'est une autre plateforme au niveau fédéral qui suit le progrès de la mise en œuvre de ces politiques au niveau national. Et ces institutions contribuent à la stratégie nationale qui est aussi établie par la facilité stratégique qui a été opérationnalisée en 2013 et qui a deux volets, le volet technique et le volet financier. Le volet financier dépend du ministère de la Finance et a un mandat de mobiliser le financement climatique pour des projets et programmes variés qui sont mis en œuvre au niveau national. Et les bureaux régionaux dépendent de cette facilité pour avoir un financement pour mettre en œuvre des actions climatiques. Donc, il y a aussi le volet technique qui est présidé par le ministre de l'Environnement, qui est responsable pour les éléments techniques et pour développer aussi les règles pour la mise en œuvre de cette stratégie au niveau fédéral. Et nous avons, il y a des entités fédérales qui utilisent ces règles. Donc, nous avons ce genre d'arrangement à ce niveau. Quand vous voyez, désolé de t'interrompre, est-ce que vous pourriez passer à la conclusion, s'il vous plaît? Nous avons ce genre d'arrangement de système au niveau régional. Pour en revenir aux plus grands défis et pour le changement climatique, et nous devons mentionner des défis très importants dans le contexte qui a affaire à la coopération internationale sur les chaînes de valeur. Et nous avons aussi une coopération robuste. C'est un des plus grands défis à ce niveau pour l'implémentation du SR, la stratégie CR. Et aussi, il y avait aussi des enjeux de capacité qui ont eu des capacités humaines au niveau régional et fédéral. Nous avons aussi d'autres genres de défis pour faire l'implémentation des stratégies. Il y a aussi des défis de structure des institutions au niveau régional et fédéral qui ont été des grands défis en ce qui concerne le gouvernement et national et aussi le manque d'un système robuste de soutien quand quelque chose arrive au niveau local, au niveau élémentaire. Ça a été très difficile de surveiller dû à l'absence de coopération et de système de vérification et de surveillance au niveau fédéral et mondial. Merci. Merci beaucoup, cher monsieur. Donc, il y a beaucoup de défis et il y a des pratiques intéressantes sur le terrain en Éthiopie. Catherine, vous avez le micro. Merci.
Donc, clairement, pas toutes les fédérations ne sont semblables. Elles font face à des défis très distincts au niveau des changements climatiques. Je crois que la Fédération canadienne a fait face à des grands défis pour réconcilier son système décentralisé au niveau du changement climatique. Je vais vous donner 3 raisons pour cela. D'abord, il y a la nature de la décentralisation dans le cas du climat. À faire en 30 parties au fait que la constitution canadienne a donné le propriétariat des terrains couronnes au gouvernement. Et donc, 90% du Canada a une grande masse de terrains qui sont détenus au niveau public et je dirais que dans beaucoup de cas, le peuple aborigène qui ont été colonisés contre leur volonté n'ont jamais été titulaires des terrains. Donc, il y avait le peuple Squamish au Massachusetts. Donc, en pratique, notre gouvernement a l'autorité du titulaire de terrain et ça inclut les ressources naturelles qui comprennent les terrains, qui comprennent des combustibles fossiles. Donc, nous avons gardé cette juridiction très étroitement et les ressources naturelles en tant que revenus pour les gouvernements provinciaux et pour avoir un développement politiques et économiques. Deuxièmement, et en connexion, ces ressources ne sont pas partagées équitablement entre les provinces. Il y a beaucoup de différences entre les provinces du Canada. Certaines provinces comme le Saskatchewan et Alberta ont beaucoup de combustibles fossiles. Par contre, le Québec ont d'autres produits qui peuvent produire le pouvoir hydraulique. Donc, il faut avoir une province comme le Québec qui était avec beaucoup d'énergie écologique à une émission par personne de moins de 10 tonnes de CO2 par rapport au Saskatchewan ou l'Albertie qui est entre 60 et 65 tonnes par personne. Donc, une énorme différence au niveau national. Donc, ça élève le coût, l'envergure des coûts d'atténuation des changements climatiques parmi les provinces et au résultat de ces coûts différents est associé des programmes ayant affaire au changement climatique très différents. Par exemple, le Québec a une économie d'émissions de carbone très basse. Donc, il y a seulement 10 gouvernements provinciaux sur 3 territoires en association avec le gouvernement parlementaire et les relations intergouvernementales engagent le Premier ministre, le ministre ou les ministres, souvent dans ce cas, les ministres de l'Environnement qui se rassemblent autour d'une même table pour discuter. Et je crois que pendant la pandémie, bien sûr, l'équivalent, c'était que tous leurs visages tiennent dans un seul écran de Zoom. Donc, il y a eu vraiment une norme que les ministres se rencontrent de façon régulière avec une attente, mais n'est pas une exigence parlementaire pour en arriver à un accord. Donc, il faut parler des coûts non égaux du niveau de l'atténuation climatique et de l'accord en général a résulté pour les provinces qui dépendent du combustible fossile qui ont mis leur veto sur le plan d'action national sur le changement climatique. De l'autre côté, les émissions du Canada se sont accrues d'à peu près 20%. Depuis 2005-2007, un sous-ensemble de provinces ont mené, nous avons entendu du directorat du Québec dans l'émission, dans le commerce des émissions et l'Ontario et d'autres provinces ont mis des politiques d'émissions en place, mais il y a eu des politiques sans suivant. Donc, les provinces qui ont le moins de carbone ont dirigé, mené l'affaire et celles avec le plus de carbone ont en fait augmenté leurs émissions et continuent à le faire. Donc, beaucoup de choses ont changé au niveau de ces défis pendant les 5 années précédentes et c'est parce que le gouvernement fédéral
est devenu plus agressif pour rejeter la norme de consensus régional et d'établir un prix de plafonnement des prix du carbone. Et ceci a été retenu par la Cour suprême du Canada. Donc, ça a mis 20 ans à venir et pendant ce temps, les émissions canadiennes se sont augmentées. Nous sommes arrivés à un ensemble de politiques provinciales assez mauvais avec des prix non confort, très différents. Et en ce qui concerne pour les solutions pour l'avenir, je dirais que le fédéralisme a été plus un obstacle qu'une opportunité dans la possibilité d'atténuer le climat au Canada. Et la solution a été que le Canada se comporte moins en tant que fédération et d'avoir un rôle plus décentralisé pour s'assurer que les gouvernements sous-nationaux allaient de l'avant avec sur des bases communes. Merci beaucoup. J'apprécie aussi votre brièveté dans ces discours. Donc, nous vous sommes reconnaissants. Donc, pour finir cette première tournée de discussion, je vais passer le micro à Monsieur Milbrat et je vous rappelle de bien vouloir être bref parce qu'il nous faut passer aussi à la foire aux questions. Merci beaucoup. Du fait du rôle de direction de la Fédération de l'Allemagne, en ce qui concerne les politiques climatiques, ils n'ont pas de grande politique de coordination. Notre système de fédéralisation fédérale et de coopération entre les États et la Fédération a résolu beaucoup des problèmes internes jusqu'à présent. Cependant, nous avons beaucoup de points qui ne sont pas en concordance au niveau des Nations Unies et des États membres en ce qui concerne le système d'échange et de commerce. Des secteurs importants sont encore en dehors du secteur de transport de ETE sur la base de la combustion et les vols intereuropéens. Dans ce secteur, la communauté européenne et le gouvernement ont essayé de réduire les émissions de carbone par la régulation, les réglementations, surtout par les standards d'émissions pour les véhicules qui ont encouragé beaucoup la traction électrique et la traction sans carbone pour les voitures pour les 10 ans ou en gros. La communauté européenne a établi des cibles d'émissions pour le secteur non et système d'échange des droits d'émission. Donc, cette cible sera bien en fin de compte, mais les États membres de la communauté européenne ont un intérêt à atteindre cette cible, parce que sinon, il leur faudra payer. Entre-temps, la CU a promis une réduction d'émissions de 55% pour 2030 et une neutralité climatique pour 2050. Les US doivent intensifier leur politique climatique en établissant un plafonnement et pour étendre le système d'échange des droits d'émission sur tous les systèmes. Et c'est la CU choisit des standards d'émission doivent être très solidifiés, qui va coûter plus que les plafonnements de système d'échange des droits d'émission. Ceci a une taxonomie écologique pour réduire de plus en plus les émissions. Pour la première fois, la déforestation en tant que chose de carbone sera inclus dans le mélange des politiques. Le rôle du pouvoir nucléaire et la technologie a été exécuté. Sous discussion, c'est éviter les écoulements de carbone et les fuites de carbone. C'est un grand problème pour l'Europe qui est le plus ils intensifient les politiques de climat, le plus coûteux, les émissions de carbone sont le plus en danger sera la concurrence avec des politiques semblables dans d'autres régions du monde. Et donc, en fin de compte, si vous voulez atteindre la cible climatique, comme nous l'avons discuté, il nous faudra avoir un genre
de douane sur la base des émissions de carbone dans l'exportation, des pays d'exportation. C'est quelque chose de très difficile à réaliser, je crois, parce que l'autre alternative, c'est d'élargir notre système d'échange des droits d'émission à d'autres parties du monde. Donc, nous voyons que votre système d'émission au Québec, pardon, et dans les États d'Amérique du Nord sont très semblables au système d'échange des droits d'émission en Europe. Donc, un lien à ce système sera recommandable pour éviter un genre de guerre d'échange internationale qui en résulterait. Donc, le défi européen, le voici. La première étape pour avoir pour le système d'échange, l'Allemagne a introduit un système qui vont de 25 euros par tonne jusqu'à 55 euros par tonne. Ce sera intégré dans l'avenir, dans l'ETS d'avenir, mais le prix ETS actuel est de presque 50 euros actuellement. ETS, c'est le système d'échange des droits d'émission. Donc, par conséquent, cette taxe, cet impôt n'est pas suffisant pour résoudre nos problèmes. Un autre problème que nous avons entre l'Allemagne et l'Union européenne, c'est notre acte énergie renouvelable. Nous avons élargi l'énergie verte en la finançant, mais en fin de compte, elle n'a pas été réduite parce que la génération de pouvoir au sein de l'ETS et les plafonnements sont les mêmes. Donc, si vous réduisez les émissions de génération de pouvoir, d'alimentation en mettant la priorité sur l'énergie verte, nos émissions vont pas passer à d'autres pays européens. Donc, ce n'est pas censé d'avoir deux politiques différentes pour le même secteur. Donc, si vous avez un secteur de ETS qui se concentre sur les plafonnements de droits d'émission et d'éviter l'enjeu politique, le problème du système des droits d'émission. Et c'est comme vous l'avez mentionné pour votre pays, le fardeau de CO2, des émissions de carbone, la réduction des émissions de carbone, c'est très différent entre différents pays, différentes régions et différents niveaux ou couches de la société. Donc, par conséquent, en fin de compte, il faut avoir des systèmes compensatoires, un financement de ces droits d'émission de carbone qui vont redistribuer les revenus vers les régions, vers les pays, vers les secteurs sociaux qui ont un grand fardeau par les politiques, qui ressentent un grand fardeau du fait des politiques climatiques, pour qu'en fin de compte, vous ayez une distribution équitable. Je crois que c'est nécessaire en fin de compte pour atteindre la réduction désirée des émissions de carbone et pour éviter le réchauffement mondial. Je crois que ce problème social et régional, ces différences, toutes ces différences d'un côté et l'ETS central, le système d'émission ne sera pas rétabli ou résolu au niveau politique. L'implémentation n'est pas faite, mais en fin de compte, vous aurez beaucoup de problèmes en Europe pour des 5 à 10 années à venir, surtout en ce qui concerne
Si nous voulons nous en tenir à cette cible de réduction pour 55% pour 2030 et net zéro en 2050. Mais c'est juste ajustement au niveau social et régional. Sans cela, ça ne va pas réussir. Donc, merci beaucoup. Je vais noter que nous en sommes maintenant à la période finale de questions et de réponses. Nous avons Joanne Setzer qui s'est joint à nous. Comme je l'ai dit, elle c'est la coéditrice du livre qui a été mis par la Fédération de gouvernance. Merci de vous être jointe à nous, Johanna. Nous avons reçu 2 questions par le biais du chat. Donc, je vais choisir une quand nous allons passer à notre à la dernière question. Est-ce que le Covid-19 a accéléré ou ralenti l'action des changements climatiques par les États fédéraux? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des variations entre les systèmes fédéraux et multiniveaux de gouvernance? Quelles sont les bonnes pratiques dans la collaboration intergouvernementale au niveau des changements climatiques qui peuvent être applicables sur toutes les juridictions? Et je vais me servir de mon rôle de modérateur pour parler de la première question. La question serait comment est-ce que nous gérons la possibilité de différence dans les fardeaux et les coûts qui sont imposés sur les diverses juridictions qui se trouvent à des stades différents de changement pour faire une économie de carbone réduit. Donc, je ne vais pas aller en nombre. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Donc, si vous pouvez, peut-être 2 minutes maximum. Donc, Midi, vous allez passer en première. Midi. Donc, de la question en ce qui concerne la COVID, c'est un problème pas seulement en Inde, mais d'après ce que je comprends et ce que j'ai lu, pour le domaine de l'analyse et les paquets de recouvertes, 2,5% de toutes les dépenses vont pour la réduction des émissions et 80% de tous les aides à la recouverte de la COVID vont à la réduction. Donc, il y a beaucoup de cela, il y a moins de cela. À mon avis, ça a été une opportunité qui a été ratée parce que le paquet de recouvert de la COVID a émis des recommandations et, comment dirais-je, un consensus qui aurait contribué à l'énergie et d'autres choses, mais une grande portion sont allées aux solutions minières, ce qui irait à l'encontre de l'atténuation climatique dont vous parlez. Donc, est-ce que vous voulez faire une question une question à la fois ou qu'est-ce que vous voulez voir? Donc, vous pouvez parler d'un enjeu de compensation, ça vous intéresse? J'aimerais commenter sur les différences, sur comment faire face à différents coûts. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, est très central aux ressources fédérales. Il y aura toujours un peu de tension en ce qui concerne les fardeaux et les bénéfices parce que certains États vont bénéficier plus que d'autres. Donc, elles vont payer plus pour préserver l'environnement ou s'assurer que l'atténuation des changements climatiques, et comme Catherine l'a mentionné, au Canada également, il y a certains États qui sont déjà riches dans ce genre de ressources et ça, ce sont les sources de revenus qu'elles possèdent. Mais ce serait bien riche en énergie renouvelable. Donc, il y a donc des différences. Pour pouvoir faire face à ce genre des différences, les transferts intergouvernementaux semblent être une bonne solution, surtout pour les systèmes fédéraux qui sont plus centralisés, mettons, où nous pouvons avoir des entités, des organes qui peuvent faire ce genre de transferts organisés et donner des incentives et des récompenses et également permettre l'action au niveau des États. Merci beaucoup.
one of these questions? Moulinet, vous voulez peut-être aborder l'une de ces questions? Oui, merci, cher professeur. En ce qui concerne la première question, de toute évidence, la pandémie a eu un effet sur le changement climatique. J'ai un petit exemple, nous étions censés commander comme était notre cible, nous n'avons pas pu le faire parce que du fait du virus, y compris le fait que nous ne pouvons pas avoir des consultations avec les parties prenantes impliquées dû au fait que nous avons nous préparé à cette affaire. Donc, de toute évidence, il y a eu un impact à ce niveau, mais je crois que ça a été, nous avons fait des efforts pour nous assurer que notre action climatique sont mises en œuvre et avec la réaction à la COVID pour que nous avons une initiative écologique qui a été initiée par le Premier ministre il y a 2 ans. Et il y a un plan très ambitieux de planter des milliards jusqu'en 2022 et dû à la saison pluvieuse de l'été, nous avons pu planter 9 milliards d'arbres, y compris pendant l'année de la COVID, nous avons réussi à planter jusqu'à 6 milliards d'arbres. Donc, nous avons même essayé de gérer l'affaire dans un environnement COVID. Dans toute évidence, il y a eu un grand impact. Merci. Merci, Moulinet. Vous voulez parler de la question de distribution des fardeaux ou des meilleures pratiques en ce qui concerne l'Éthiopie et son relation avec ailleurs? Oui, ça a été à nouveau une préoccupation principale en ce qui concerne les interactions, en ce qui concerne l'action climatique. Et bien sûr, nous avons ce système en place par lequel nous allouons le budget pour les États régionaux. Et nous avons déjà conçu par la maison de la fédération. Donc, le budget de l'action climatique a déjà été alloué et ça prend en compte les États régionaux et aussi les richesses naturelles de certaines régions. Certaines régions sont dans des conditions ont des situations différentes, donc nous prenons en considération ces facteurs divers pendant que nous gérons nos ressources. Non, il c'est aussi bien de penser à avoir un forum où nous pouvons peut-être participer et à apprendre au sujet de ces entités fédérales pour faire face à ce genre de défis ou de problèmes. Merci beaucoup. Catherine? Alors, je vais rapidement essayer d'essayer de gérer ces deux questions, mais je sais que Sébastien va peut-être m'interrompre. Sur la capacité physique, le Canada a une grande tradition de protection et un système d'égalisation de par lequel le gouvernement fédéral partage ses revenus d'impôts avec les provinces avec le moins de revenus pour les relever à un niveau de capacité. C'est là où nous mettons en place des normes de partager les ressources sur toutes les provinces pour que donc la dépense pour la politique climatique est un outil et le plan de plafonnement de la tarification du carbone, si l'État intervient dans une province, ça renvoie tous les revenus à cette même province. Dernièrement, nous tendons à nous concentrer beaucoup sur l'atténuation inégale des changements climatiques, y compris les ressources naturelles et les combustibles fossiles. Nous parlons par exemple, si l'Alberta a un plus grand fardeau des coûts, mais si à en fin de compte, Alberta restait plus riche
en fin de compte, grâce aux combustibles fossiles. Alors, au sujet du Covid, c'est intéressant, ça peut aller dans les deux sens. D'un côté, l'opportunité de rebâtir mieux et de passer à une meilleure économie. De l'autre côté, cependant, l'industrie des combustibles fossiles a vraiment eu du mal en tant qu'acteur économique au sein du Canada. Je crois que ce que nous avons vu, c'est une association de la COVID et de prix du carburant très bas au niveau mondial pour pouvoir renforcer de pouvoir rebâtir mieux. Le gouvernement a dépensé plus sur les initiatives vertes, mais il a aussi donné de l'argent à l'industrie des combustibles fossiles pendant la pandémie, mais il ne s'est pas retiré sur ces initiatives. Et en décembre, a annoncé un accroissement des prix du carbone de 25 en 2022 jusqu'à 75 en 2030. Ça a une grande implication sur l'industrie du carburant. Ça nous a montré les problèmes sur l'horizon du fait que le Canada avait besoin d'aide pour faire sa transition à l'énergie verte, mais ce n'est pas clair quels sont les bénéfices économiques pour le pays. Et ça, c'est facilité à un certain niveau pour faire la transition vers une énergie plus verte. Une pratique au Canada dont vous pensez que ça va aider les juridictions, la transition entre les fédérations et les gouvernements. Honnêtement, je pense que la chose la plus importante, c'est l'importance du rôle du gouvernement fédéral. Ce qui se passe au sein des fédérations, c'est une version plus petite de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau des négociations climatiques. Et c'est un peu bizarre qu'on ne dit jamais que tous ces gouvernements nationaux sont indépendants et peuvent faire leurs propres activités, mais c'est mieux de travailler ensemble. Et au sein des fédérations, nous avons une autorité centrale constitutionnelle qui peuvent faire certaines choses pour éviter cette course vers le bas. Ça, c'est le progrès le plus important au Canada au cours des 30 dernières années. Merci beaucoup. Monsieur Milbrat. Oui. Merci pour cette question sur l'impact de la COVID. Tout d'abord, à cause de la réduction d'activité économique, les émissions de CO2 ont aussi été réduites par la COVID. Mais c'est un effet de transition. De l'autre côté, le gouvernement a mis en place un plan de relance économique qui inclut des investissements dans des programmes climatiques. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser cet argent qui est là pour lutter contre les séquelles économiques de la COVID pour atteindre les cibles climatiques. Je pense que c'est une bonne idée, en fait. Quant à ce problème de distribution au sein de la politique climatique, cela dépend de son système. Comme moi, je parle du système d'échange des droits d'émission. On génère des revenus parce que les droits d'émission sont vendus aux enchères. Donc, ceux qui veulent utiliser ces droits doivent payer. Et cet argent, il y a beaucoup d'argent qui est ainsi généré. Et puis le centre, l'Union européenne ou un autre centre indépendant peut redistribuer ces fonds. Et on peut donner de l'argent aux personnes pauvres, aux populations qui sont les plus touchées par les coûts d'énergie élevés. Ça, c'est l'objectif de ce système d'échange des droits d'émission. De l'autre côté, il y a certaines industries qui ont été frappées. Et peut-être une certaine partie de cet argent peut être donnée à ces industries, pas pour maintenir les niveaux de pollution, mais plutôt pour reconstruire l'industrie, le secteur. Donc, par exemple,
Si vous avez une usine de fabrication d'acier qui va utiliser beaucoup de charbon, la seule façon d'éviter les émissions de CO2, c'est de passer à l'hydrogène vert. Mais le coût est très élevé. Mais si on a ce système d'échange de droits d'émission, cela génère de l'argent pour aider cette transition du charbon vers l'hydrogène. Un exemple, en Allemagne, est que nous éliminons le charbon dans tous les 16 États fédérés. Et l'industrie du charbon est très importante dans certains de ces États fédérés. Et ce ne sont pas les États fédérés qui sont compensés, mais les personnes qui sont touchées, les travailleurs qui doivent être reformés et les régions qui doivent trouver un nouveau modèle économique. Et c'est la fédération qui paye cet argent aux individus et aux régions, pas les États fédérés, mais les régions, pour les aider à renouveler la base industrielle de cette région pour faire face aux nouveaux défis. Donc, voilà, ces efforts sont nécessaires au niveau national, au niveau européen, surtout au niveau national, où il faut aider les personnes qui sont les plus frappées par cette transition. Il faut leur donner de l'argent. L'autre élément est qu'il faut étudier les puits de carbone possibles. Les forêts, par exemple, ou la jungle au Brésil, les pays industrialisés vont devoir payer ces autres pays à ne pas couper les forêts. Comme cela devient une solution mondiale au sein de laquelle on va étudier tous les aspects de la compensation. Mais, comme j'ai dit, en fin de compte, si on fait la comparaison entre les coûts de l'inaction, c'est la meilleure solution. Il faut un système international et il faut aussi un meilleur système européen. Parce que au sein de ces fédérations, il n'y a pas toujours une autorité centrale qui est chargée de la réforme politique et économique pour lutter contre le changement climatique. Merci. Merci beaucoup. Et en fin de compte, Joanna, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour aux autres panélistes. Je suis désolé, j'étais en train d'enseigner, donc j'ai dû arriver un peu en retard. Mais j'ai suivi la discussion avec intérêt. C'est un débat très intéressant. Quant aux questions qui ont été posées, je m'intéresse à l'impact de la COVID-19 et comment cet impact pourrait être différent au sein d'un système fédéral. Je n'ai pas encore vu des recherches qui font la comparaison entre les politiques dans les pays fédéralistes et non fédéralistes. Mais j'imagine que, tout d'abord, on a l'opportunité, avec ces plans de relance, d'intégrer le climat et l'environnement dans les lois et les politiques qui ne couvraient pas ces questions dans le passé. Donc, c'est une opportunité pour atteindre ces objectifs climatiques, ou au moins les intégrer dans ces plans de relance. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement ou pas au niveau qu'on souhaiterait. Comment est-ce que le fédéralisme peut résoudre ce problème?
Catherine a dit quelque chose de très intéressant, au moins dans le contexte canadien. Le fédéralisme est un obstacle, devient un obstacle. Là où un système unitaire ne poserait pas les mêmes défis. Mais quant à la COVID, ce serait un domaine intéressant à étudier parce que beaucoup de ces plans de relance poursuivent de grandes politiques énergétiques qui ont été élaborées au niveau fédéral. Donc, c'est un espace où on a besoin du fédéralisme. On a besoin des gouvernements nationaux pour établir ces plans de relance parce que les gouvernements sous-nationaux n'ont pas les mêmes capacités de mettre en œuvre un tel plan de relance. Ce n'est pas une réponse claire, mais c'est plutôt une réflexion sur comment ce niveau additionnel de complications qu'est la COVID, il faut comprendre le fédéralisme, les opportunités et les défis dans le contexte actuel. Et mon deuxième point est que nous avons des politiques qui coexistent, mais qui sont contradictoires. Par exemple, les subventions, c'est un domaine auquel on ne fait pas assez d'attention. On donne des subventions aux énergies renouvelables et aussi aux énergies fossiles. Et les subventions pour les énergies fossiles sont beaucoup plus importantes que les subventions pour les énergies renouvelables. C'est un domaine qu'on devrait étudier avec soin. Dans les systèmes fédéraux, il y a plus de chances que cela va se produire parce qu'il y a tous les niveaux différents qui ont leurs propres compétences de législation. Donc, il faut essayer de ne pas avoir ce genre de politique en conflit. Pour moi, quand je pense à l'harmonisation, il faut identifier ces conflits. Cela devrait être une priorité. Et peut-être c'est une question pour vous. C'est quoi l'expérience dans votre pays? Est-ce que vous faites face à la même situation dans vos pays? Est-ce qu'il y a déjà eu un effort pour harmoniser les subventions et les politiques ou est-ce que vous avez des politiques qui sont en conflit? Je serais curieuse de savoir quelles sont vos expériences avec ce genre de conflit entre politiques publiques. Malheureusement, nous sommes presque à la fin de notre temps ensemble, mais nous pouvons faire un dernier tour de table avant de conclure. Donc, Nidhi, est-ce qu'il y a des politiques ou des pratiques en place pour résoudre des conflits entre les niveaux différents du gouvernement ou entre les politiques spécifiques? Oui, nous avons notre plan national d'action et aussi les plans d'action des États fédérés. Donc oui, il y a des niveaux différents et des conflits. Le plan national donne quelques consignes pour les États fédérés et cela garantit une certaine harmonisation, mais il y a aussi des limites très claires parce que ces priorités sont les priorités du gouvernement fédéral. Mais le plan stratégique national, oui, contribue à l'harmonisation de ces politiques. Moulinet, est-ce que vous avez l'expérience avec des mécanismes pour harmoniser les niveaux différents? Je pense que la situation en Éthiopie est semblable à la situation indienne. Comme je disais avant, nous avons un comité interministériel qui est chargé de la mise en œuvre de toutes les politiques climatiques dans le pays, y compris les politiques et les stratégies. Donc, cela va du niveau fédéral au niveau régional.
Et c'est la seule façon de nous assurer que toutes les politiques sont harmonisées. Et parfois, le niveau régional exige une nouvelle rédaction d'un texte juridique quand il y a un conflit avec les lois déjà promulguées ou avec les consignes du gouvernement fédéral. Donc, les lois, les programmes, les politiques viennent du gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment un système qui va de haut vers le bas. Catherine, je vais dire seulement que, oui, au Canada, nous avons le filet de sécurité fédérale sur la tarification du carbone. Donc, le gouvernement fédéral dit, OK, si la province atteint cet objectif, la province peut faire ce qu'elle veut. Si c'est l'établissement d'un système d'échange de droits d'émission, si la province ne le fait pas, c'est le gouvernement fédéral qui va mettre en œuvre son propre système dont les revenus vont revenir à la province. Mais toutes les provinces se sont inscrites à ce système, mais le gouvernement fédéral a dû imposer une taxe carbone dans 5 provinces pour les encourager à intégrer ce système. Mais c'est un grand défi de réconcilier un système quantitatif au Québec avec un système basé sur les prix dans les autres provinces. Et ce défi va devenir encore plus difficile parce que les provinces négocient des couvertures différentes, des exceptions différentes. Donc, l'année prochaine va être critique pour voir si ce système va se solidifier ou va se défaire. Merci beaucoup. Et M. Milbrat, est-ce que vous avez un commentaire sur les conflits entre les niveaux différents? La meilleure façon de résoudre ces conflits, c'est d'allouer, de diviser les compétences de façon cohérente, systématique. Peut-être on va devoir changer la Constitution pour résoudre ce problème des émissions de CO2. Je pense que le meilleur système, c'est un système d'échange des droits d'émission. Nous en avons un sur le continent européen. Et au sein de ce système, on peut donner de l'autonomie aux gouvernements sous-nationaux sans créer des incohérences. Si on a une politique fragmentée et des compétences fragmentées, on ne peut pas éviter les conflits parce qu'il faut un degré d'harmonisation et de coopération qui ne sont pas possibles. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur quelques politiques simples mais puissantes, que ce soit des taxes carbone sans exception ou un système d'échange de droits d'émission, dont l'avantage qu'on détermine les émissions au début et pas les coûts. Donc, les systèmes d'échange d'émissions créent aussi un avantage économique et ils sont très efficaces au niveau des coûts. Donc, en fin de compte, ce sont les deux alternatives et il faut en choisir un. Soit on a un système très centralisé avec beaucoup de coordination et beaucoup d'harmonisation qui va contribuer à la centralisation. L'autre option, c'est de protéger la décentralisation en créant un système qui couvre toutes les parties prenantes, mais qui est un système qui fonctionne plus ou moins automatiquement et qui donne une certaine autonomie aux gouvernements sous-nationaux. Et quant à la politique climatique,
si le changement climatique, c'est un problème mondial. Donc, il nous faut des solutions mondiales. Et les décisions fragmentées ne vont pas marcher, en fin de compte. Peut-être cela soulage un peu la conscience, mais cela ne résout pas les problèmes climatiques. Hein? Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la fin de notre débat aujourd'hui. Donc, un grand merci à tous nos panélistes. Un grand merci à toutes les personnes qui ont soumis des questions. Comme nous avons déjà dit, nous travaillons sur un livre sur ce sujet qui va étudier toute une gamme de problématiques différentes et qui étudie aussi le contexte dans lequel se développe le fédéralisme. Un dernier point que je veux faire est que peut-être vous allez avoir une période dans votre transition vers une société décarbonisée où l'expérimentation est possible, où la fragmentation peut être quelque chose de positif parce que cela contribue à l'expérimentation. Et peut-être à un autre moment donné, vous serez dans une période où il faut plus de centralisation. Donc, je donne maintenant la parole à M. Roupak qui va nous faire un discours de clôture. Merci beaucoup, Sébastien. Je voulais seulement remercier tous les panélistes, ou tout d'abord, je veux remercier Sébastien qui a modéré cette discussion de façon très habile. Il s'est assuré que tout le monde a pu contribuer et il a aussi intégré les questions du public. Je pense que nous avons eu presque 150 personnes qui ont suivi cet événement et qui ont contribué aux questions. Donc, c'est quelque chose de vraiment formidable de pouvoir nous connecter avec un si grand nombre de personnes. Un grand merci aux panélistes d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Je sais que nous sommes tous dans les fuseaux horaires différents. Donc, professeur Milbrat, Moulinet, Catherine, Nidi, Johanna, un grand merci d'avoir participé à cet événement. Je sais que vous avez beaucoup d'autres responsabilités, mais je suis content que nous avons pu organiser ce débat. Je veux aussi reconnaître les personnes qui travaillent en coulisses, qui se sont chargées de l'organisation de cet événement. Je commence avec nos deux interprètes, Béatrice Péard et Zachary, qui ont soutenu cette séance et qui nous ont aidés avec l'interprétation, et aussi mes collègues qui ont passé des semaines et des mois à organiser cet événement, Jordan Light, Madame Chepanarova et Asmel Rebi. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je pense que l'événement a été une grande réussite. Et étant donné tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine. Et si vous pouvez, nous allons organiser des événements tous les lundis à la même heure. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.